Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce dernier webinaire de la journée porte ouverte du département d'informatique génie logiciel de la faculté de sciences et génie de l'Université Laval. Alors, je me présente, je suis Nadir Belkiter, je suis directeur des programmes de premier cycle en informatique à l'Université Laval et je serai accompagné dans cette présentation de Marc-Philippe Parent, qui est chargé d'enseignement et coordonnateur du CRTI, qui est le Centre de relève en technologie d'information, dont il vous parlera plus en détail un peu plus loin dans la présentation. Alors, avant de poursuivre la présentation, on va vous inviter à visionner une capsule vidéo d'une durée d'environ 10 minutes et on reviendra par la suite donc pour poursuivre notre présentation. Marc-Philippe, tu peux lancer la capsule. Alors, au niveau des programmes offerts par le département d'informatique et de génie logiciel, on a essentiellement 3 programmes de baccalauréat en informatique, un baccalauréat en informatique, un baccalauréat intégré en informatique et gestion et un baccalauréat en génie logiciel. On a également un certificat de 30 crédits en informatique et 5 microprogrammes de 15 et 18 crédits, un microprogramme en informatique de base qui est une initiation à l'informatique et à la programmation, un microprogramme en développement de jeux vidéo, un microprogramme en développement d'applications web, un microprogramme en conception de logiciels et enfin un microprogramme en traitement de données massives. Ça, ce sont les microprogrammes. L'avantage de ces microprogrammes-là, c'est que c'est des programmes qualifiés de gigognes, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui s'imbriquent les uns dans les autres, de sorte à ce qu'un étudiant qui a complété un microprogramme et qui est intéressé à poursuivre, à approfondir ses connaissances dans le domaine, pourrait éventuellement continuer au certificat et capitaliser sur le background qu'il a obtenu au niveau des microprogrammes et compléter ce qui manque pour obtenir le certificat. Et s'il est intéressé toujours à continuer au baccalauréat, il lui suffit simplement de compléter les 60 crédits du baccalauréat en informatique pour obtenir le diplôme correspondant. Avant de rentrer à l'université, j'avais jamais été vraiment initiée à la programmation, mais si je peux te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir un gros bagage en informatique pour te lancer dans le domaine. Tu as seulement besoin d'avoir de l'intérêt, puis nous, on veut juste des gens qui ont la soif d'apprendre et d'innover. Pour moi, en étudiant au baccalauréat intégré en informatique et gestion, ça me permet vraiment d'avoir une bonne compréhension des fondements de l'informatique tout en développant mes connaissances en administration des affaires. Ça me permet vraiment un beau jumelage entre deux domaines qui me passionnent. En génie logiciel, ce qu'on nous apprend à faire pour développer nos programmes, c'est de prendre un gros problème. Souvent, ça va être un problème assez complexe. Puis on va le décomposer en plein de petits sous-problèmes qui, eux, en les attaquant individuellement, vont être assez simples à résoudre. Puis si on les résout tous un par un, en mettant tout ensemble dans un gros logiciel, on va être capable de résoudre un problème très complexe. Ça peut être par exemple la localisation d'un véhicule autonome ou ça peut être de détecter des piétons sur un trottoir avec une caméra. Ce qui est intéressant aussi dans le bac en génie logiciel, c'est qu'on a plusieurs choix de cours à faire. Dans le fond, on a plusieurs cours optionnels, puis on peut vraiment y aller selon ce qui nous intéresse. Par exemple, on peut prendre des cours en vision, on peut prendre des cours en développement de jeux vidéo. Moi, personnellement, j'ai pris des cours de robotique, puis maintenant, je suis rendu au doctorat en informatique, mais je fais ma recherche en robotique. Donc, c'est comme au baccalauréat que j'ai développé cette passion-là. Je disais qu'on avait 3 programmes de baccalauréat, un en informatique, un intégré en informatique et gestion, puis un en génie logiciel. Et à ces 3 programmes-là, il faut quand même rajouter 2 autres programmes qui sont offerts à la faculté des sciences et génie. L'un qui est le baccalauréat en génie informatique, qui est rattaché au département de génie électrique et génie informatique, et un autre programme de baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, qui lui est rattaché au département de mathématiques et statistiques. Alors bien évidemment, vous comprenez que, étant donné que ce sont des domaines très connexes en technologie de l'information, beaucoup d'étudiants ou de candidats nous demandent ou nous posent la question de savoir à l'effet quelle est la différence entre ces différents programmes. Très rapidement, je dirais que le baccalauréat en informatique vise essentiellement ou met le focus essentiellement sur le développement de logiciels. Le baccalauréat intégré en informatique et gestion, lui, va s'intéresser beaucoup plus à la réingénierie des processus d'affaires. Le baccalauréat intégré en informatique et mathématiques vise l'étude des sciences informatiques comme outil au calcul scientifique.
Le baccalauréat en génie logiciel lui vise beaucoup plus, plutôt que le développement, la conception des logiciels d'envergure fiable. Et le baccalauréat en génie informatique est un programme qui lui vise beaucoup plus l'étude du matériel et des systèmes embarqués dans les divers moyens de locomotion aérienne, maritime et routier. Alors, quels sont les gestes que l'on pose au département d'informatique et de génie logiciel pour rendre plus enrichissante l'expérience étudiante? La première chose, c'est l'instauration depuis l'été 2013 d'une formule de stage baptisée Sigma+, en collaboration avec le service de placement de l'Université Laval, et qui permet à des étudiants de faire de 1 à 4 stages durant leur programme d'études, soit sur une base alternée entre des sessions d'études et des stages, soit de façon consécutive pour aller chercher un maximum d'expérience sur le marché du travail dans la même entreprise, le cas échéant, ou en changeant d'entreprise au cours de chacun des stages. Les étudiants qui ont un doute ou qui anticipent de poursuivre au cycle supérieur ont également la possibilité ou l'opportunité de faire un stage de recherche dans un laboratoire qui va leur permettre de valider leur intérêt de continuer éventuellement au cycle supérieur au terme de leur programme de baccalauréat. La deuxième initiative, c'est l'instauration dans tous nos programmes de baccalauréat du profil international. Le profil international, c'est une formule qui permet à un étudiant d'effectuer jusqu'à 2 sessions d'études dans l'une de nos nombreuses institutions partenaires à travers le monde, et donc d'aller acquérir et développer des compétences qui sont fortement prisées par les employeurs dans un contexte de mondialisation. Le cours que j'ai le plus aimé, c'était en 3e année. C'était le cours de conception de projets multidisciplinaires. Dans le fond, le but, c'était de concevoir un robot qui était autonome, puis qui pouvait réaliser des tâches très complexes. Dans le fond, on était des étudiants de 3 disciplines différentes, puis on devait construire le robot puis le programmer au complet. Dans le fond, le robot devait être en mesure de se déplacer par lui-même, de planifier sa trajectoire, puis d'éviter les obstacles. Puis il y avait des petites tâches comme de transporter des cubes d'un côté à l'autre d'une table. Puis c'est ça, à la fin de la session, notre robot fonctionnait très bien, puis on était vraiment fiers de ce qu'on avait réussi. Au niveau de la vie étudiante, on a beaucoup de projets parascolaires qui sont donc menés par nos étudiants, qui leur permettent notamment de participer à des compétitions internationales. Et le département appuie ces étudiants-là aussi bien au niveau de l'infrastructure logistique que l'appui financier pour permettre justement aux équipes d'étudiants de participer à ces compétitions-là qui constituent un complément à la formation fort intéressant et qui leur permet de vivre des expériences fort enrichissantes. Par exemple, on a différentes compétitions internationales comme des jeux informatiques qui sont organisés aux 2 ans dans une université nord-américaine auxquelles nos étudiants participent régulièrement et obtiennent de très bons résultats, de très bons classements. Nous avons le Hackfirst qui est la compétition en sécurité informatique qui permet aux étudiants, donc pendant toute une journée, de compétitionner sur des problématiques de sécurité informatique. Nous avons également l'activité Coveo Blitz, qui est une activité financée et organisée par l'entreprise québécoise en technologie d'information Coveo, et qui permet donc à des étudiants volontaires de relever des défis en matière de résolution de problèmes algorithmiques et informatiques. Nous avons également le projet Véhicule autonome de l'Université Laval, qui est animé par une équipe également d'étudiants gradués, qui permet là également de participer à des compétitions internationales. Tout ça pour dire que nous avons au département d'informatique et de génie logiciel une association étudiante fort dynamique qui va rendre votre vie étudiante fort enrichissante. Après le baccalauréat, il y a plusieurs avenues possibles. On peut soit aller directement sur le marché du travail, puis s'inscrire à l'ordre des ingénieurs et devenir ingénieur en génie logiciel. Sinon aussi, il y a la possibilité de continuer aux études supérieures. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au baccalauréat, on offre ce qu'on appelle le passage intégré. Dans le fond, on peut faire des cours qui contribuent en même temps à notre baccalauréat et à la maîtrise. Ce qui fait que plus tard, notre maîtrise va être plus courte. Puis c'est ça. Il y a la maîtrise en intelligence artificielle, la maîtrise professionnelle, puis la maîtrise avec mémoire, qui, elle, c'est plus de la recherche. Moi, personnellement, j'ai fait cette maîtrise-là, puis j'ai fait un passage accéléré. En seulement 1 an, je suis rendu maintenant au doctorat. Puis c'est ça, là, je suis en robotique, je travaille sur la cartographie 3D.
avec des robots autonomes. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, par l'Institut de statistique du Québec en 2019, qui montre qu'on est en pénurie d'à peu près 4600 professionnels en informatique sur le marché du travail. Une autre étude plus récente qui a été publiée dans le Journal de Québec en septembre dernier, donc tout récemment, montrait qu'on avait besoin de 2000 professionnels au salaire moyen d'environ 75 000 $ par année dans le domaine des jeux vidéo, donc de l'industrie québécoise du jeu vidéo. Tout ça pour dire qu'en informatique, il n'y a pas de problème de débouché. Les étudiants, souvent, vont se faire offrir un emploi avant même d'avoir complété leurs études. À Québec, on est vraiment chanceux d'être au cœur de nombreux événements en technologie de l'information, que ce soit pour des colloques sur les nouvelles tendances web, les jeux vidéo, la sécurité, les affaires. Tous ces événements nous permettent, dès notre entrée à l'université, à nous bâtir un réseau de contacts et interagir avec le marché de l'emploi. Si j'avais un conseil à te donner, ça serait de ne pas avoir peur de te lancer dans ce domaine en pleine émergence et oser repousser les limites de ce domaine passionnant. Alors, on a déjà un peu plus de monde que tantôt, tant mieux. Alors, Tant mieux, tant mieux. J'essaie de repartir mon... Bougez pas. Est-ce que vous le voyez? je crois que oui, définitivement, c'est bon. C'est bon? On avance, donc j'espère que la vidéo que vous venez de visionner vous a intéressé. Donc, on poursuit la présentation. On va essayer de passer à travers ces différents points. Ça a l'air long, là, mais ce n'est pas si long que ça. Donc, en commençant un petit peu par l'importance qu'on accorde à la qualité de notre formation et à la bienveillance envers nos étudiants, nos programmes de formation. Donc, on va revenir un petit peu sur les programmes dont il a été question dans la vidéo. Les différences, justement, entre ces programmes un peu plus détaillés que ceux qui ont été dit dans la vidéo. Quelques particularités de la profession. Une expérience étudiante bonifiée. Donc, comment on met en place des moyens au département pour bonifier notre expérience étudiante. Les approches pédagogiques qui sont adoptées dans les différents cours, dans nos différents programmes. Nos principales thématiques de recherche. Je vais les survoler un petit peu. Et enfin, on va voir comment la vie étudiante peut être enrichie au département d'informatique et de génie logiciel. Alors, au niveau de la qualité de notre formation, on reçoit souvent des témoignages de certains étudiants qui nous témoignent de leur satisfaction de la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent au sein de notre département. Et si on regarde un petit peu l'expérience qu'on a eue avec la période de la pandémie depuis l'hiver 2020, on a aussi reçu quand même pas mal de témoignages d'étudiants qui nous ont fait part de vraiment de leur appréciation des modalités d'accommodement qu'on a mis en place pour minimiser et diminuer leur anxiété, notamment en regard de leur formation, mais aussi en regard de la pandémie qu'ils devaient traverser à travers leurs études. Dans le cadre de notre formation à distance, nous recevons aussi des témoignages de certains étudiants géographiquement éloignés qui suivent l'entièreté du programme à distance et qui nous disent à quel point ils sont agréablement surpris par la qualité de la formation à distance que nous offrons au bac en informatique, qui est donc accessible entièrement à distance. Alors, dans ces cours-là de formation à distance, on doit préciser quand même que, contrairement à la légende urbaine, les contenus, les orientations et les modalités d'évaluation des cours à distance ou en classe sont exactement les mêmes. De sorte qu'un étudiant qui suit un cours à distance ou un cours en classe va avoir exactement le même contenu, les mêmes orientations, les mêmes examens, les mêmes travaux pratiques. Souvent, les étudiants qui vont déposer une demande d'admission nous posent la question de savoir où trouver dans la liste des programmes accessibles pour déposer une demande d'admission le baccalauréat en informatique à distance. Ce programme n'existe pas. Le seul programme qui existe, c'est le baccalauréat en informatique et c'est la mention qui apparaît sur le diplôme qui est délivré aux étudiants. Le choix d'une formation à distance ou en présentiel en classe se fait lors du choix de cours en chaque début de session où les étudiants qui sont géographiquement éloignés vont choisir des sections de cours
qui se donnent entièrement à distance, et les étudiants qui préfèrent avoir des cours en classe vont s'inscrire à des cours en classe, donc sur le campus. De la même façon, il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas plutôt obligation pour un étudiant donné de suivre que des cours à distance ou que des cours en classe. Tout candidat ou candidate a le loisir d'alterner au gré des sessions les sections de cours offertes en classe ou à distance, étant entendu encore une fois que ce sont exactement les mêmes contenus, objectifs et modalités d'évaluation. Alors, on revient un petit peu sur les différents programmes qu'on offre au département d'informatique et du génie logiciel au premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle, avec les 3 programmes de baccalauréat. Donc, le premier, baccalauréat en informatique, le deuxième, qui est le baccalauréat intégré en informatique et gestion, le troisième, qui est le baccalauréat en génie logiciel, un certificat en informatique de 30 crédits, qui est un sous-ensemble du baccalauréat en informatique. Nous offrons également 5 microprogrammes, un premier microprogramme en informatique de base, qui est lui-même un sous-ensemble du certificat, et 4 microprogrammes spécialisés dont je parlais dans la capsule vidéo, en jeux vidéo, applications web, conception logicielle et traitement de données massives. Au deuxième cycle, nous offrons 3 programmes de maîtrise, un programme de maîtrise professionnelle en informatique avec un stage de 15 crédits en industrie, un programme de maîtrise professionnelle en intelligence artificielle avec 2 stages respectivement de 9 et de 12 crédits en entreprise et une maîtrise en informatique de type recherche qui, elle, prépare aux études doctorales et enfin, bien évidemment, le doctorat en informatique. Alors, ça ne figure pas dans la liste ici parce qu'on a oublié de le rajouter, mais on vient de créer depuis cet automne, est entré en vigueur, donc le nouveau programme qui est un DESS en intelligence artificielle, qui est un DESS, donc un diplôme de 30 crédits, qui vient un petit peu en appui à la maîtrise pour les gens qui souhaiteraient faire un diplôme plus court que la maîtrise de 45 crédits. Ils ont la possibilité de faire, donc depuis cet automne, un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en intelligence artificielle. Alors, je disais donc qu'on allait revenir sur les différences principales des différents programmes de baccalauréat qu'on offre à la Faculté des sciences et génies, dont les 3 premiers qui sont des programmes rattachés à notre département d'informatique et de génie logiciel avec le baccalauréat en informatique, le baccalauréat intégré en informatique et gestion, le baccalauréat en génie logiciel et les 2 autres programmes dont j'ai parlé dans la capsule, à savoir le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique qui lui est rattaché au département de mathématiques et statistiques et le baccalauréat en génie informatique qui lui est rattaché au département de génie électrique et génie informatique. Donc, lors de la capsule, je suis allé très rapidement sur les différences au niveau des contenus. Si on revient un peu plus en détail sur les principales différences de ces 5 programmes, en les déclinant en 4 caractéristiques que sont la base d'admission, la durée des études et le nombre de crédits, la reconnaissance de l'ordre des ingénieurs et l'orientation et le contenu. Pardon. Donc, on constate que pour les 3 programmes de sciences, sciences informatiques, donc baccalauréat en informatique, baccalauréat intégré en informatique et gestion, ou le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, la base d'admission, c'est la détention de n'importe quel DEC, mais avec la réussite des 3 cours de mathématiques que sont les cours de calcul intégral, calcul différentiel et algèbre vectorielle, qui sont des préalables, en fait, à des cours de mathématiques de ces programmes-là. Pour les programmes de baccalauréat en génie, donc aussi bien génie logiciel que génie informatique, la base d'admission, par contre, c'est le DEC en sciences de la nature ou le DEC en sciences, lettres et arts, qui est un programme beaucoup plus orienté scientifique. Alors, étant entendu que les étudiants qui arrivent du cégep avec un DEC en sciences humaines, par exemple, pourraient très bien déposer une demande d'admission au baccalauréat en génie logiciel ou bac en génie informatique, mais ils vont se faire exiger une scolarité préparatoire avec non seulement les 3 cours de mathématiques, mais en plus 3 cours de physique, un cours de chimie et un cours de biologie du collégial pour être admissible au baccalauréat en génie. Deuxième caractéristique, c'est la durée des études ou le nombre de crédits. Donc, dans le cas des baccalauréats en sciences, donc toujours pareil, baccalauréat informatique, intégré informatique et gestion,
ou baccalauréat intégré en mathématiques et informatique. Ce sont des programmes de 3 ans, donc de 90 crédits, et donc un étudiant qui s'inscrirait à temps plein, à raison de 4 ou 5 cours par session, devrait être capable de compléter son programme en une durée de 3 ans, contrairement au baccalauréat en génie, qui sont, eux, des programmes de 4 ans et donc de 120 crédits. Et là encore, un étudiant qui serait inscrit à temps plein à 5 cours à chaque session pourrait compléter son programme dans une durée de 4 années. Alors, au niveau de la reconnaissance de l'Ordre des ingénieurs du Québec, seuls les 2 programmes de génie, donc le baccalauréat en génie logiciel et le baccalauréat en génie informatique, donnent accès à l'Ordre des ingénieurs du Québec et donc à l'obtention du permis d'exercice du génie sur le marché du travail. Et enfin, la dernière et non la moindre des différences dans ces différents programmes, c'est l'orientation et le contenu. Dans un premier temps, pour le bac en informatique, le but de la formation, c'est vraiment de former des professionnels en développement de logiciels. Dans le cas du baccalauréat intégré en informatique et gestion, ça vise la formation d'analystes d'affaires ou en réingénierie de processus d'affaires. Le baccalauréat en génie logiciel, lui, vise à former des ingénieurs logiciels pour la conception de logiciels fiables et d'envergure. Le baccalauréat en génie informatique, lui, vise beaucoup plus la partie hardware du matériel et la programmation de cartes à microprocesseurs pour des systèmes embarqués. Et enfin, le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique vise l'étude des sciences informatiques comme outil au calcul scientifique. Alors, comme vous devez le savoir très probablement, les carrières en informatique sont très florissantes actuellement. Et si vous regardez un petit peu les médias, vous vous rendrez compte qu'il y a une grosse pénurie de personnel qualifié dans le domaine des technologies de l'information. C'est la raison pour laquelle nous avons un très grand nombre d'étudiants dans nos programmes, mais malgré ce très grand nombre, ça ne suffit pas à fournir le personnel qualifié nécessaire sur le marché du travail pour combler les postes vacants. C'est la raison pour laquelle je parlais dans la capsule vidéo des études qui avaient été faites en 2019 et 2020 sur la grosse pénurie de personnel qualifié. Et si on parle de 4600 postes à pourvoir en 2019, ça a dû augmenter actuellement à 6 ou 7 000 postes actuellement vacants en informatique pour combler tous les besoins en technologie de l'information sur le marché du travail au Québec. Tout ça pour dire que pour un étudiant qui s'engage dans un programme de formation en technologie de l'information, en général, il obtient un emploi avant même d'avoir complété ses études, dans la mesure où, dès la réalisation de son premier stage, ça va constituer souvent un premier tremplin vers le marché du travail, où l'employeur va lui suggérer de faire un stage à temps plein pendant une session, puis va lui suggérer de poursuivre à temps partiel pendant qu'il continue ses études pour finaliser, le cas échéant, le produit qui est en cours de réalisation durant son stage à temps plein, par exemple. Alors, il est bien évident que la plupart de nos étudiants qui diplôment de nos programmes de baccalauréat se destinent au marché du travail, mais il y en a quand même certains qui préfèrent poursuivre leurs études aux études supérieures et qui donc, comme l'étudiant que vous aviez vu dans la capsule vidéo, s'en vont plutôt vers la maîtrise et idéalement même jusqu'au doctorat. Alors, au niveau de la bonification de l'expérience étudiante, on a premièrement la formule de stage Sigma+, qui est une formule très flexible, contrairement au régime coopératif qui exige une alternance entre les stages et les sessions d'études. La formule de stage Sigma+, est une formule qui se veut beaucoup plus flexible, où l'étudiant peut faire jusqu'à 4 stages, mais en choisissant de les faire de façon alternée avec des sessions d'études, ou bien de les faire de façon consécutive pendant 3 sessions d'affilée, par exemple, pour aller chercher le maximum d'expérience sur le marché du travail. Ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui se destinent à la recherche, on offre aussi la possibilité aux étudiants du baccalauréat de faire un stage, non pas en industrie, mais dans un laboratoire de recherche, pour leur permettre de tester leur intérêt vis-à-vis de la recherche, pour savoir si vraiment ils sont intéressés par la suite à poursuivre la maîtrise ou doctorat. L'autre élément de bonification de l'expérience étudiante, c'est la possibilité, pendant la formation au baccalauréat,
de faire 1 à 2 sessions d'études à l'international via le cheminement du profil international, qui est une mention qui apparaît sur le diplôme lorsque l'étudiant obtient son baccalauréat et qu'il a suivi ce cheminement-là. Donc, c'est une expérience très enrichissante à l'international qui est financée par le Bureau international à raison de 3 200 $ par session par étudiant pour les étudiants qui sont intéressés par ce type de cheminement-là. Donc là, je vais laisser la parole à Marc-Philippe qui va vous parler un petit peu de toutes les méthodes, les moyens et dispositifs qu'on met au service des étudiants pour l'appui à la persévérance et à la réussite. À toi, Marc-Philippe. Oui, merci Nadir. Écoutez, c'est ça, c'est que faut comprendre qu'à l'université, donc dans les universités, pas juste la nôtre, c'est un peu différent des cycles inférieurs qui viennent avant, le cégep ou tout ça, parce que, entre autres, de plus en plus, vous êtes libre de votre temps. Il y a moins d'heures de cours, il y a moins de temps supervisé et donc vous êtes libre d'étudier par vous-même et vous devez réserver du temps. D'ailleurs, c'est ça que des fois qui peut confondre les gens, les étudiants qui arrivent à l'université. Ils ne se rendent pas compte que 15 heures de cours à temps plein, ben, c'est 30 heures de plus d'études en dehors des cours, donc dans les laboratoires ou à la maison, ou tout simplement chez soi, ou d'études de lecture, exercices, travaux d'équipe, tout ça. Et donc, pour aider à ça, bien sûr, les enseignants sont là pour répondre à vos questions par les courriels, les forums, sur rendez-vous. Il y a aussi des auxiliaires dans certains cours qui sont là pour vous aider. Il y a aussi ce qu'on appelle le carré. C'est pas mal écrit, c'est un acronyme, donc Centre d'appui à la réussite étudiante qui permet de vous aider, d'avoir de l'aide finalement. C'est des étudiants qui aident d'autres étudiants. Et c'est nos étudiants qui ont déjà réussi les cours, les étudiants de fin de bac, les étudiants de maîtrise, doctorat, qui viennent vous aider dans les cours que vous avez plus de difficultés. Parce que des fois, on ne réussit pas à bien comprendre dans le cours, alors un autre étudiant peut nous aider avec ça. Le carré sert à ça. En mathématiques, c'est la même chose. Le département de mathématiques offre la même chose, mais comme c'est un département qui donne des cours de mathématiques à tous les autres programmes, dont celui de génie logiciel et informatique, et tous nos programmes en informatique ont des cours de mathématiques pour la plupart, sinon tous. Alors, à ce moment-là, si vous avez besoin d'aide en mathématiques, il y a un centre d'aide en mathématiques qui existe aussi pour devenir meilleur et mieux réussir ses cours en mathématiques. Il y a aussi un outil qu'on appelle Ma Réussite qui est sur le portail des cours. Donc, dans mon portail, on a tous les cours sont là, ou pour presque la totalité des cours sont là, avec le matériel, le contenu, tout ça. Mais aussi, on a des indicateurs parce que c'est capable de savoir si, par exemple, vous suivez le groupe. Est-ce que vous avez ouvert assez de documents? Est-ce que vous avez fait les lectures demandées? Est-ce que vous avez regardé les vidéos qui sont sur le portail de cours? Est-ce que vous avez regardé les séances en ligne? Donc, est-ce que vous suivez le groupe? Est-ce que vous avez des résultats qui suivent le groupe aussi, qui sont meilleurs que le groupe? Donc, ça suit l'analogie des feux de circulation. Si tout va bien dans un cours, vous avez un rond vert. Si ça va un peu moins bien, vous avez un rond jaune. Si ça commence à être à risque, vous avez un rond rouge. Vous êtes capable de savoir dans quel cours ça va très bien, dans quel cours ça va moins bien. Peut-être que ça va vous mettre plus d'efforts. Peut-être se dire justement, oh, j'ai un horaire trop chargé. Peut-être que ce cours-là, que le point rouge, c'est peut-être lui que je devrais abandonner pour le moment, puis je le referai à la prochaine session. Donc, c'est un outil pour vous aider à votre réussite et c'est là. C'est dans le portail, c'est là pour vous aider. Il y a aussi le centre d'aide aux étudiants. Ça, c'est Pancampus et ça permet donc d'avoir de l'aide. Par exemple, ça peut être de l'aide pour un handicap, pour avoir des accommodements, ou ça peut être de l'aide aussi psychologique ou des formations autres. Ils donnent des super formations, entre autres, par exemple, sur la procrastination, comment éviter la procrastination, comment réussir. Et entre autres, les activités du carré ou les activités que je vais parler dans quelques minutes sur les clubs et l'emploi, qu'on vous parlait à la page précédente, ça, c'est toutes des choses qui sont financées par ce qu'on appelle le CRTI, qui est financé en fait par ses partenaires. On a une douzaine de partenaires de l'industrie. C'est vraiment des compagnies. Quand on vous disait il y a de l'emploi, quand Nadir vous disait il y a beaucoup d'emplois, des bons emplois, des grands emplois, très bien rémunérés, que vous pouvez être payé pendant vos études pour travailler en informatique, bien, c'est parce que justement nos partenaires, les gens de l'industrie, courent après vous. Quand vous commencez à étudier en TI, que ce soit en bac en informatique, en bac intégré en informatique et gestion, en bac en génie logiciel, quand vous commencez à étudier là-dedans, c'est vraiment pas long. Vous faites votre premier stage, ils veulent vous garder ensuite, ils sont prêts à vous faire travailler, il y a de l'emploi. Bien, c'est ce qui fait aussi qu'on est capable d'avoir des super conférences dans le cadre de nos cours et on est capable de financer des auxiliaires pour le carré et ces autres genres de choses-là. On est capable de vous envoyer dans des conférences aussi. C'est grâce à nos partenaires qui veulent vous recruter, donc ils veulent vous parler
Et c'est tout ça. C'est pour ça qu'ils sont prêts à investir dans le CRTI, ils sont prêts à être là. Voilà, avant d'aller plus loin dans ces choses-là, je vais retourner la parole à Nadir pour la suite, pour la pédagogie. OK. Merci, Marc-Philippe. Donc, au niveau pédagogique, alors, ce qu'on fait au département d'informatique et génie logiciel, c'est vraiment de prioriser ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Alors, c'est quoi l'apprentissage expérientiel? C'est essentiellement de capitaliser sur des mandats réels d'organismes externes qui sont confiés à des étudiants dans des cours du département qui, au lieu de faire des projets fictifs, vont travailler sur des mandats réels, donc d'organismes externes, qui vont d'une part leur permettre d'obtenir les crédits du cours et en plus de rendre service à ces organismes externes en leur développant des applications qui vont les aider dans leur vie quotidienne et dans leur gestion quotidienne. Et ça nous permet à nous, universités, de jouer notre rôle de service à la collectivité en même temps. La deuxième initiative que l'on met de l'avant pour favoriser donc, les approches pédagogiques, c'est ce qu'on appelle le prix de reconnaissance des meilleures réalisations dans les cours. Ça, on demande aux professeurs dans les cours où il y a des travaux d'équipe à faire, soit des travaux pratiques, soit des projets, d'identifier ou de sélectionner le meilleur travail d'équipe de la session pour chacune des sessions. Et il y a un comité de sélection qui est formé au département et qui va identifier pour chaque cours quelles sont les meilleures réalisations de travail d'équipe, et ce, par année, pour que ce soit plus équitable. Donc, on va avoir un prix de reconnaissance pour les cours de première année, un prix de reconnaissance pour les cours de deuxième année et un prix de reconnaissance pour les cours de troisième année. C'est ce qu'on appelle le concours Pierre Hardouin, du nom du fondateur du département d'informatique. Et donc, lors d'une cérémonie qu'on organise chaque année au mois de mai, donc on remet les prix de reconnaissance aux lauréats dans les différentes catégories et en même temps, on leur remet des bourses qui leur permettent donc d'aider au financement de leurs études. L'autre prix similaire, c'est le prix Frima Studio, qui, lui, comme son nom l'indique, est offert par la firme Frima Studio, qui est une compagnie de jeux vidéo à Québec, qui a été créée par un ancien diplômé du département d'informatique, qui est Steve Couture, donc qui est diplômé au baccalauréat en informatique et qui a créé cette compagnie-là, qui offre un prix de reconnaissance pour l'équipe qui réalise le meilleur projet dans le cours de programmation de jeux vidéo. Et enfin, pour les cours intégrateurs, donc des projets intégrateurs que l'on retrouve en fin de formation de baccalauréat, là encore, on sollicite des compagnies externes qui nous soumettent de réels mandats de réalisation de logiciels et donc qui sont soumis aux étudiants dans le cadre d'un projet d'envergure qui se déroule tout le long de la session. Donc, avec les différents outils qu'on offre sur nos environnements d'études numériques, les étudiants apprécient grandement cet environnement-là. Nous avons à la faculté beaucoup de salles coopératives pour les travaux d'équipe qui peuvent être réservées par les équipes pour réaliser leurs travaux d'équipe. Et donc, généralement, on essaie aussi de mettre en place des moyens d'accommodement pour favoriser les approches pédagogiques qui facilitent la conciliation travail-études-famille. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc-Philippe qui va vous donner des exemples concrets d'illustration du concours donc Pierre Hardouin, qui sont des réalisations d'étudiants. Vas-y, Marc-Philippe. Merci. Donc, dans nos cours, justement, dans certains de nos cours, pas tous nos cours, parce que des fois, ça se prête moins à ça, mais les cours qu'on a un projet à faire. Et donc, le cours ici, le cours de programmation de première session, l'équipe qui avait gagné avait justement réussi à faire un jeu d'échecs, donc graphique et tout, contrôle des pièces par les joueurs, tout ça, et respecter les contraintes du jeu, respecter les chronomètres, tout ça. Et ils avaient gagné à ce moment-là le prix Pierre Hardouin. Et donc, avec une bourse, parce que les prix Pierre Hardouin, ce n'est pas juste félicitations. Non, non, c'est un certificat, c'est une poignée de main, c'est une belle soirée, un cocktail, mais c'est aussi des bourses. On vous donne des montants d'argent pour gagner, encore une fois, grâce aux partenaires du Centre de relève en TI. On vous donne des dollars pour ça. Et on arrive à quelque chose de très concret. Bien sûr, les échecs, peut-être que avant la série de Queen Gambit, c'était peut-être devenu un peu moins populaire, mais on voit qu'à ce moment-là,
Ce n'est pas un cours de jeux vidéo, c'est un cours de programmation. C'est un projet aussi qui avait été choisi par les étudiants. C'est les étudiants eux-mêmes qui ont choisi de faire ce projet-là. Donc, ils ont réussi très bien à le faire. Et ça peut être des cours comme ça où le projet est imposé, mais plus on en fait, mieux c'est. Ça peut être un cours où, non, à l'inverse, c'est vous qui arrivez avec un projet, une idée de projet qui est approuvée par l'enseignant, puis qui va vous dire oui, effectivement, c'est bon, vous allez faire au moins telles exigences, puis ça marche. Et donc, arriver à un produit fini qui est réel, qui est livrable, qu'on pourrait vendre éventuellement. Donc, de ce côté-là, ça reste réel. Là. Je ne peux pas. Ah, ça a marché là. OK, donc, ici, deuxième cours, c'est le cours d'infographie, un cours qui est plus relié souvent au développement de jeux vidéo, mais aussi au film en 3D, aux animations 3D. Ça peut être aussi au design 3D. Ici, c'était carrément un éditeur de scène 3D qui a été fait dans le cadre du cours d'infographie. Donc, faire son propre 3D Max, faire son propre AutoCAD, c'est ce qu'ils ont fait dans ce cours-là comme projet et ils ont mérité, bien sûr, le prix Pierre Ardouin cette année-là. Aussi, dans le cours de GLO 2004, ça, c'était un projet qui était fait par toutes les équipes dans la classe. Chaque équipe le faisait. Ça, c'est l'équipe gagnante qu'on voit ici parce qu'ils ont fait un meilleur résultat. C'est un cas très actuel, très récent. On parle d'une optimisation d'itinéraire pour véhicules électriques. On sait qu'un véhicule électrique, il y en a qui ont des très grandes autonomies, d'autres en ont des plus petites parce que, veut pas, il faut traîner ces grosses batteries-là. Et donc, quand on fait un voyage sur une longue distance, il faut penser aux bornes qu'on doit rencontrer pour aller charger à mesure notre véhicule, à moins qu'on ait acheté, bien sûr, la grosse Tesla avec 500-600 km d'autonomie. À ce moment-là, on va plutôt être porté à prendre peut-être si on n'a plus une petite voiture, on va être obligé de prendre un logiciel comme celui-là, qui va nous dire, bien, parfait, tu vas pouvoir te rendre à telle borne, tu devrais avoir telle quantité d'électricité qui va te rester, tu vas pouvoir charger pendant tant de minutes, ça va te donner encore du temps pour te rendre à la prochaine borne, etc., etc. Et donc, de trouver les meilleurs chemins, pas juste de laisser l'utilisateur choisir. Non, non, non. Le système va suggérer, va essayer de trouver les meilleurs chemins pour optimiser cette utilisation de l'énergie-là. Quelque chose qui est très, 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 très appliqué, très réaliste, très présent. Bien, un correcteur orthographique. Donc, vous avez déjà ça probablement sur votre téléphone. Vous écrivez sur votre clavier, puis ça corrige les mots à mesure. Des fois, ça fait faire rire les gens pas mal. Alors, peut-être trouver un moyen de faire justement un correcteur orthographique qui peut-être fera moins de bêtises. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a fait dans ce cours-là, le cours de langage de programmation, où on apprend différents paradigmes de programmation. Et un des travaux, c'était de faire un correcteur orthographique. Et cette équipe-là, ça a été très bien tiré. Donc, encore une fois, avait fait mieux que les autres. Le comité avait évalué que c'était eux les gagnants. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, quelque chose qui n'est pas, on ne fait pas faire quelque chose que peut-être hypothétiquement, sur papier, ça pourrait servir, ça aurait pu servir il y a 10 ans. Non, on parle de choses très réalistes, très actuelles. Quelque chose qui, comme mon collègue Jonathan dit si bien dans le cours GLO 2004, dans la vraie vie vraie. Donc, dans la vraie vie vraie, quand vous allez sortir de votre diplôme, vous allez être capable de développer pour la vraie vie vraie, pour le vrai utilisateur, les vrais gens qui utilisent ces systèmes-là. Voilà, je retourne la parole à Nadir pour les thématiques de recherche. OK, merci Marc-Philippe. Donc, comme je disais tout à l'heure, la plupart de nos étudiants qui terminent un programme de baccalauréat se destinent au marché du travail. Par contre, on en a quand même quelques-uns qui se destinent aux études supérieures, donc maîtrise, doctorat, et pour ce faire, ils peuvent s'appuyer sur de différentes équipes de recherche au département qui donc travaillent dans différents domaines, sous-domaines de l'informatique au niveau recherche. La première équipe, c'est une équipe qui travaille en intelligence artificielle et plus particulièrement dans le domaine de l'apprentissage machine. Nous avons une autre équipe qui s'intéresse vraiment au traitement de données massives et qui a des contrats, des shares avec différents partenaires industriels pour justement traiter les données volumineuses de ces compagnies-là pour essayer d'en extraire de la connaissance qui maximise leur gestion quotidienne. Nous avons une équipe en robotique, comme l'étudiant qui vous a parlé dans la capsule vidéo, qui s'intéresse du côté du département d'informatique vraiment aux aspects génie logiciel des robots.
Nous avons des profs qui collaborent avec le département de biochimie et microbiologie dans des domaines de la bioinformatique. Nous avons une forte équipe aussi en cybersécurité, qui est un domaine en pleine effervescence actuellement pour des raisons évidentes que tout le monde connaît. Nous avons aussi une équipe qui travaille en traitement du langage naturel, qui est une sous-discipline de l'intelligence artificielle. Nous avons des gens qui travaillent en optimisation combinatoire. Alors, ça peut paraître très théorique, mais ça permet, entre autres, par exemple, d'élaborer des horaires de médecins dans des hôpitaux, qui est un problème extrêmement complexe et qui donc fait appel à des techniques d'optimisation combinatoire pour essayer de trouver un horaire qui peut satisfaire différentes contraintes liées aussi bien aux médecins, par exemple, qu'à la disponibilité des salles d'opération dans les blocs opératoires, par exemple. Nous avons des équipes qui travaillent sur les systèmes d'aide à la décision dans le domaine de l'industrie 4.0, des gens qui travaillent en génie logiciel et architecture infonuagique. On a un professeur qui, lui, a une chaire dans le domaine des environnements logiciels pour l'enseignement virtuel, étant entendu qu'on offre quand même pas mal de cours à distance. Et enfin, des collègues qui travaillent sur la théorie de l'information et la compression des données. Donc, je vais passer la parole à Marc-Philippe, qui va vous parler un petit peu de la vie étudiante et des différents projets étudiants parascolaires et des clubs informatiques. Vas-y, Marc-Philippe. Merci. Donc, on vous a parlé déjà d'études, bien entendu. On vous a parlé de l'aide que vous pouvez avoir pendant vos études. On vous a parlé aussi, je vous ai parlé d'emploi, on vous a parlé que vous pouvez travailler pendant vos emplois. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi une vie à vivre, il y a aussi du complément à avoir. Et entre autres, il y a ce qu'on appelle les clubs. On a plusieurs clubs au département. Des clubs, ça vous permet de vous amuser, bien sûr, bien entendu, mais aussi d'apprendre plus. Donc, on a, par exemple, un club de développement de jeux vidéo. Ceux qui aimeraient faire la concentration en jeux vidéo, puis qui veulent en faire encore plus, on a le club de développement de jeux vidéo. Souvent, c'est pourquoi un club comme ça en jeux vidéo? Parce que faire un projet de jeux vidéo, ça ne se fait pas nécessairement en 4-5 semaines, 10 semaines pendant une session. Ça peut prendre 2-3 sessions pour faire un vrai projet de jeu vidéo. Donc, c'est pour ça qu'un club est intéressant parce que ça permet de continuer son projet d'une session à l'autre. Entre autres, comme autre activité, ça permet de se préparer aussi à des concours comme le concours Ubisoft ou le concours Blitz, à des compétitions comme ça. On a le club donc de développement de jeux vidéo, on a le club de sécurité informatique. Le club de sécurité informatique, club de hacking, où si on veut que vous deveniez un bon hacker et non un méchant hacker. Mais ça peut permettre de vous préparer pour la partie, justement, Saber du CS Games ou la partie ou la compétition du Hackfest. Donc, ça, c'est pour le club de sécurité informatique. On a aussi un club maintenant d'intelligence artificielle. Donc, pour apprendre en plus sur l'intelligence artificielle, en plus de ce qu'on donne dans nos cours et dans nos concentrations d'intelligence artificielle, aller continuer cette formation-là, participer à des compétitions d'intelligence artificielle. Et on a aussi un nouveau club qui est un autre nouveau club, parce que le club d'intelligence artificielle, c'est un nouveau club, le club éco-numérique, donc le côté justement environnement lié à l'informatique et au logiciel. Et le club de véhicules autonomes, aussi relié un peu à l'intelligence artificielle, mais plus précisément sur un véhicule qui se conduit tout seul dans des compétitions, d'ailleurs, ou un chasse-neige qui se conduit tout seul. Ils ont fait dernièrement une compétition aussi avec le DARPA aux États-Unis. Ils sont allés aux États-Unis donc faire une compétition pour un véhicule autonome dans les tunnels. Le DARPA, c'est pour vous donner une idée, c'est la recherche de la défense américaine. Donc, c'est une petite armée, là. Ils ont juste un budget 10 fois plus grand que les pays qui suivent, là, des 10 pays qui suivent, mais c'est ça, ils font une compétition, donc, et on a été là, on a quand même gagné des prix cet été à cette compétition-là grâce aux gens du Club de véhicules autonomes et du laboratoire Norlab, que d'ailleurs vous pourrez visiter cette semaine. On en reparle un peu plus loin. Donc, tous ces clubs-là, j'aide à coordonner ça d'ailleurs. J'aide indirectement, mais j'aide aussi tout le côté administratif, le côté monétaire qui peut venir de nos partenaires, encore une fois, les partenaires du CRTI qui aident à financer ces activités-là. Et aussi, il y a l'ASSETIN, parce que bien sûr, ce n'est pas juste l'université qui fait tout. Les étudiants aussi s'organisent très bien eux-mêmes. Donc, l'Association des étudiants en informatique qui regroupe tous les étudiants de tous nos programmes, pas juste ceux en informatique, ça inclut aussi ceux du génie logiciel, ceux du BIG. Voilà. Et donc, tous ces étudiants-là, les 1800 étudiants, ou non, plutôt, ça n'inclut pas nécessairement les étudiants du deuxième, troisième cycle, mais
tous les étudiants, peut-être les 1200 étudiants ou 1400 étudiants, je ne me rappelle plus, du premier cycle, donc, sont dans cette association-là et ils organisent plein d'activités, que ce soit des activités de formation, des activités de conférence, eux autres aussi. Ils vont collaborer pour aider les autres étudiants à aller aux compétitions comme on le fait avec les clubs. C'est une synergie qu'on crée tout le monde ensemble. La SOTIN nous aide, on aide la SOTIN, puis on organise des rencontres comme quand il n'y a pas de pandémie, on fait entre autres un vin fromage avec la SOTIN, puis les enseignants au département, les professeurs, les chargés de cours, tout ça, pour se rencontrer, mieux se connaître pour tout ce qui est activité. Pour vous envoyer dans les conférences comme la GIC ou la GIL Tour, ils collaborent avec nous, on finance l'événement, on finance le tout grâce à nos partenaires, mais la SOTIN aide à la logistique derrière ça. Le cocktail de recrutement, même chose. Donc, c'est tout plein d'activités. C'est une association très vivante, très dynamique, très performante et ils vous attendent, aux autres aussi. Ils vont être contents de vous voir, bien sûr. Et tout ça, donc, grâce à un monde en effervescence, un département en effervescence, une association étudiante. Il y a vraiment de tout. Je n'ai pas de gêne à vous dire, venez-vous-en, c'est sûr que vous allez trouver de quoi faire parce que même si ce n'est pas en plus nos clubs, si ce n'est pas nos appuis qu'on vous parlait tantôt, comme le CDA, le Carré ou le CAE, il y a même à l'université d'autres clubs en dehors des départements. Dans la faculté, il y a plein d'associations et de clubs de compétition pour une fusée, pour un char de course, pour un dome buggy. Mais il y a aussi, en dehors de ça, d'autres clubs et assos pour du théâtre, de l'improvisation, un club d'anime, un club de... Écoutez, des clubs, il y en a pour tous les goûts. Et donc, c'est sûr, vous allez trouver de quoi faire ici. C'est sûr que vous allez trouver un emploi. Je suis vraiment confiant. À moins de tuer quelqu'un, je pense même qu'ils vont y réfléchir. Mais sinon, ils vont vouloir vous avoir dans leur organisation. En TI, c'est fou. Il y a de la job. Voilà. OK. Oups. OK. Vas-y, Nadia, c'est à ton tour. OK. Merci, Marc-Philippe. Donc, avant de terminer, on voulait simplement vous signaler qu'il y a un kiosque à la Faculté de sciences et génie, dont vous avez l'adresse URL là au bas de l'écran. Donc, via un site de clavardage, à partir duquel vous pouvez avoir toutes les réponses à vos questions qui portent notamment sur les conditions d'admission dans nos différents programmes ou sur les programmes d'aide financière au niveau des bourses et de l'aide financière. Donc, on vous encourage fortement d'ici 15h30 à visiter ce site et à aller poser vos questions donc via le chat, donc le clavardage que vous trouverez à cette adresse. Marc-Philippe, peut-être parler de la visite du 18? Oui, absolument. Donc, il y a des visites organisées les 18 et 20 novembre pour toute la faculté. Donc, vous pouvez avoir certaines visites, tout ça. Mais dans notre cas, dans le cas qui nous concerne, la visite en question a lieu le 18. Donc, je vous mets le lien si vous voulez vous inscrire parce que les places sont limitées. Il faut absolument s'inscrire pour faire la visite. Je vous mets ça dans le chat à tout le monde. Donc, si vous voulez venir nous voir notre laboratoire de robotique, voir un peu de réalité virtuelle, voir notre musée des ordinateurs, donc, venez voir ça. Je ne vous montrerai pas un lab d'informatique, bien entendu. Vous avez tous déjà vu ça. Hein? Ça reste que c'est juste une salle avec des ordis qui poussent. Alors, ça ne sert pas à grand-chose de vous montrer ça, mais j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Je vais être là ce jeudi 18 pour faire la visite. C'est à 17h15. Donc, il faut absolument vous inscrire toutefois. Et les places sont limitées. Donc, si vous vous inscrivez, s'il vous plaît, présentez-vous. Il ne faut pas s'absenter il ne faut pas bloquer la place de quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez voir sur place comment ça se passe un peu, pour voir c'est quoi les équipements qu'on a, puis tout ça. C'est quoi ce qui est trippant en robotique. Venez voir ça. Sinon, il y a toujours les autres départements aussi, ils vous offrent des visites. Donc, vous pouvez vous inscrire pour ces autres départements-là. On n'est pas les seuls. On est les meilleurs, bien sûr. On est les plus gentils, on est les meilleurs, puis c'est juste nous autres que vous devriez voir. Mais quand même, je vous invite à aller voir les autres visites. C'est vrai, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ils ont des belles affaires à vous montrer aussi. Voilà. On est rendu aux questions, je pense, là, hein? Oui. Oui, donc c'est ça. Gênez-vous pas, on est là, profitez-en. Fenêtre de chat, vous pouvez nous écrire les questions là, on va répondre. Si nécessaire aussi, on peut vous ouvrir le micro si vous avez de la difficulté à nous écrire. On a remarqué que ça allait bien, très bien avec le chat jusqu'à maintenant, mais au cas où, je vous l'offre.
Et voilà. Alors, c'est ça. Gênez-vous pas. Ça prend une première personne habituellement qui brise la glace, qui nous pose une question pour que les questions commencent à pleuvoir. Alors, gênez-vous pas. C'est le temps. Alors, on me demande, est-ce qu'il est possible de suivre le bac en génie logiciel à distance? Oups, alors, Pas le, entièrement. le baccalauréat en génie logiciel a été bâti sur le baccalauréat en informatique. Ça veut dire concrètement qu'il y a beaucoup de cours du baccalauréat en génie logiciel qui sont exactement les mêmes cours que le bac en informatique. Par contre, au baccalauréat en génie logiciel, pour des raisons d'agrément de programme, d'accréditation de programme, on a une année supplémentaire, puisque c'est un bac de 120 crédits, donc une année supplémentaire de cours qui sont souvent pris dans d'autres départements, qui sont une exigence pour l'agrément du programme et qui sont malheureusement pas toujours offerts à distance. C'est la raison pour laquelle on dit que le bac en informatique est entièrement accessible à distance, mais que ce n'est malheureusement pas le cas du baccalauréat en génie logiciel, même si une grande partie des cours de ce programme-là peuvent être suivis à distance. Je crois que ça répond à la question. Une autre question. Est-ce que le bac en informatique de l'Université Laval est reconnu par les autres universités pour continuer aux études supérieures dans d'autres universités sans avoir besoin de cours complémentaires? Oui, définitivement. À partir du moment où la base de l'admission à un programme de maîtrise en informatique est la détention d'un baccalauréat en informatique, il est évident qu'un étudiant qui détient un diplôme de baccalauréat en informatique de n'importe quelle université d'ailleurs, pas nécessairement de l'Université Laval, mais n'importe quel programme de baccalauréat en informatique au Québec peut soumettre sa candidature à un programme de maîtrise dans une autre université, étant entendu que son dossier sera examiné au cas par cas par le comité d'admission en fonction des résultats qu'il aura obtenus. Mais il faut savoir que dans tous les bacs en informatique au Québec, vous pouvez aller visiter tous les programmes qui existent au Québec dans les universités. Vous allez retrouver à peu près les mêmes cursus, les mêmes noyaux de cours que l'on retrouve d'un programme à un autre. Tout ça pour dire que la seule différence, ça va être dans justement la qualité de l'expérience étudiante, la qualité de la formation, mais au niveau de la nature des cours, vous allez quand même retrouver l'essentiel des cours d'un programme à l'autre qui sont identiques d'une université à l'autre. Donc, si je fais mon bac à l'Université Laval, puis je veux faire une maîtrise à l'Université Laval, ça va être la même chose que si je veux faire, j'ai fait mon bac à Montréal, puis je veux faire mon maîtrise à l'Université Laval, ils vont étudier mon dossier de la même manière. J'ai un bac dans le deux cas, mais ils vont regarder quand même, est-ce que j'ai assez obtenu des bonnes notes, parce que bien sûr, il y a un niveau de passage, là. C'est pareil dans tous les sens, finalement. On a le diplôme, c'est super, mais même à l'Université Laval, même si j'ai le diplôme, ils vont vérifier mon dossier avant de m'accepter. Ce n'est pas juste parce que j'ai un diplôme qu'on m'accepte. Eh bien, ne serait-ce que pour l'Université Laval, par exemple, pour quelqu'un qui a obtenu son baccalauréat à l'Université Laval, s'il n'a pas obtenu une moyenne de 2,67 sur 4,33, il ne peut pas être admis à la maîtrise à l'Université Laval. C'est ça. Donc, sans aller dans une autre université. C'est les mêmes conditions, finalement. Tu as un bac, mais ça va être les mêmes conditions, les mêmes vérifications. Voilà. Tout à fait. Gênez-vous pas, profitez-en. On aime ça, les questions, on est là pour ça, on ne cherche pas plus cher en plus, ça coûte gratis. Ça va bien. Bon, ils ne sont pas très bavards, ceux-là. Non, mais il y en a moins aussi, ils sont moins. Oui, ils sont moins nombreux. Vous êtes moins nombreux. Mais c'est ça. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'encore aujourd'hui, si vous avez des questions sur votre admission ou votre inscription, vous pouvez aller voir le chat qu'on vous donnait le lien tantôt. Il y a une nouvelle question, là, Marc-Philippe. Ah oui, ah oui. Quelle est la grande différence entre baccalauréat en génie informatique et baccalauréat en génie logiciel? OK. Bonne question. Je disais tout à l'heure que le baccalauréat en génie logiciel a été bâti sur le baccalauréat en informatique.
le baccalauréat en génie informatique à l'Université Laval a été bâti sur le baccalauréat en génie électrique. Ce qui explique que dans le baccalauréat en génie informatique, vous allez avoir beaucoup de cours qui sont communs au bac en génie informatique et au bac en génie électrique. De la même façon que dans les deux programmes de baccalauréat en informatique et baccalauréat en génie logiciel, vous allez aussi retrouver beaucoup de cours communs aux deux programmes. La différence, c'est que comme les programmes de génie informatique et génie électrique relèvent du département de génie électrique, génie informatique, où les professeurs sont le plus souvent diplômés du domaine de génie électrique, vous allez avoir beaucoup plus de cours orientés vers le génie électrique que des cours orientés vers le génie logiciel. Donc, il n'y a pas un programme qui est meilleur que l'autre. Ça dépend des préférences des étudiants vis-à-vis des disciplines. Quelqu'un qui est beaucoup plus orienté vers l'aspect hardware, système embarqué, programmation de cartes microprocesseurs, ça c'est plus le domaine génie électrique, génie informatique. Quelqu'un qui est intéressé vraiment par le développement, la conception de logiciels, ça va être plus le bac en génie logiciel. Mais moi, j'aime bien rajouter tout le temps là-dessus, c'est que ce n'est pas un mur entre les deux qui sépare complètement ces deux disciplines-là. Ce n'est pas du tout ça. Vous pourriez dire à un extrême, il y a le hardware. Puis à l'autre extrême, il y a le logiciel. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire entre les deux. Et oui, c'est ça. Comme Nadir le disait, en génie informatique, génie électrique, sont plus du côté hardware. Je ne sais plus quelle main j'ai pris là, mais du côté hardware. Puis nous, génie logiciel, on est plus du côté logiciel, donc faire les applications. Mais rendu sur le marché du travail, ça se peut fort bien que quelqu'un qui a fait du génie informatique fasse du logiciel, puis quelqu'un qui soit en génie logiciel fasse du hardware. Ça arrive absolument. Puis, tu sais, il n'y a pas une coupure drastique entre les deux domaines. Il y a une bonne partie qui est commune. D'ailleurs, on a des cours qu'on fait qui sont des cours de génie informatique, puis les autres qui font des cours de génie logiciel et vice-versa. Il y a quand même une part des deux formations qui est semblable aussi. Tu sais. Mais, comme l'a dit, comme l'a bien expliqué, historiquement, c'est plus du côté électrique et électronique. Nous, c'est plus du côté informatique, logiciel. Donc, eux autres, c'est plus du développement de logiciels embarqués. Nous, ça serait plus du logiciel comme le web ou ainsi de suite. Mais encore là, ils donnent un cours de ce côté-là qui est en génie informatique, ils donnent un cours de programmation d'appareils de téléphone, de téléphone intelligent, d'application mobile. Voilà. Alors, c'est eux autres qui le donnent, mais c'est un cours d'application. Mais c'est un peu du hardware. Bon, comprenez qu'on ne peut pas vraiment dire c'est A ou c'est B, c'est blanc ou c'est noir. C'est pas ça. C'est vraiment, on est proche, on est des départements différents, mais on est quand même très proches. Puis d'ailleurs, en génie électrique, ils sont proches de génie physique. Hein? Comment ça, ils sont proches de génie physique? Parce qu'ils font de l'optique dans les deux cas. C'est tous des titres. Tous ces départements-là en génie, génie chimique, génie industriel, génie mécanique, vous comprenez que c'est trois affaires différentes, mais en même temps, il y a plein de parties communes. Alors, je reviens à nous autres. Génie informatique, génie logiciel, il y a des parties communes aussi. Et si vous êtes plus du côté machine, génie informatique. Si vous êtes plus du côté logiciel, génie logiciel. Tout bonnement. D'autres questions? D'ailleurs, je vais vous mettre le lien à tous, là, pour le chat, là, si vous voulez faire le clavardage pour vos questions. Il y a une autre question qui a été posée, qui est est-ce possible de suivre le baccalauréat en informatique à temps partiel et à distance, par exemple à raison de 2 cours par session en plus d'un travail à temps plein? Et le cas échéant, existe-t-il un parcours, une combinaison de choix de cours permettant d'obtenir le bac avec une spécialisation en cybersécurité? C'est oui. Wow! Ça, c'est de l'optimisation combinatoire. C'est-à-dire que vous voulez optimiser votre cheminement avec beaucoup de contraintes. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est une situation que l'on rencontre de plus en plus souvent, malheureusement, c'est des étudiants qui travaillent à temps plein et qui ne respectent pas le délai maximal qui est prescrit dans le règlement des études, qui est de 7 ans à partir du début de ces études. Et bien évidemment que si vous mettez 15 ans pour faire votre bac, on ne va pas vous délivrer le bac de l'année où vous avez commencé votre bac. On va vous délivrer le bac avec la date d'obtention du bac. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez tous, le rythme d'évolution technologique en informatique est extrêmement élevé. Et malgré ça, on donne quand même un délai de 7 ans pour compléter le baccalauréat en informatique, justement
pour permettre la conciliation travail-études, pour permettre à des gens qui veulent travailler de le faire en même temps qu'ils étudient, mais sans exagérer, parce qu'à 2 cours par session, vous pouvez calculer, vous n'arriverez jamais à terminer votre bac en 7 ans. Sachant que là-dedans, il y a 2 sessions déjà qui doivent être consacrées à temps plein à des stages. Donc, tout ça pour dire que, oui, le baccalauréat en informatique peut être fait à temps partiel, à distance, mais vous devez calculer votre planification pour vous assurer que vous allez compléter votre programme dans une durée maximale de 7 ans. Essayez d'avoir quelques sessions à 3-4 cours, peut-être, des fois, là, pour que ça ait du sens. Là. Vous pouvez faire des sessions d'été aussi, ce n'est pas obligatoire, mais vous avez des cours d'été. Donc, ça permet aussi de minimiser, de réduire la durée des études. Exact. C'est sûr qu'il faut faire des cours d'été dans ce cas-là. Mais c'est sûr qu'à 2 cours par session, automne et hiver, vous pouvez faire le calcul, c'est très rapide, vous n'arriverez jamais à compléter votre bac en 7 ans. Puis l'été, ben, c'est plus intense. C'est pour ça que 2 cours l'été en plus de travail, ça peut être très difficile. Fait que là, mettons, on dit, pour être raisonnable, 2 cours l'automne, 2 cours l'hiver, 1 cours l'été, 5 cours par année. 5 cours par année, 30 cours à faire dans un bac en informatique. Voilà, ça fait 5 cours, 6 ans. Ça fait déjà 6 ans si vous le faites de manière assidue, sans échec. Parce que des fois aussi, l'autre problématique que vous pouvez avoir, c'est que vous n'avez pas fait tel préalable. Là, vous pouvez vous inscrire au cours suivant. Vous arrivez dans une session, vous ne pouvez pas faire plus qu'un cours. Ça peut arriver aussi. Donc, ça peut être compliqué. Puis là, vous avez dit, en me permettant d'obtenir une spécialisation en cybersécurité, ça, ce n'est vraiment pas une difficulté. On a une concentration en cybersécurité que vous pouvez faire dans votre formation. Donc, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous pouvez choisir, si les cours sont disponibles, vous pourriez faire la concentration en cybersécurité. Je vois aussi que vous avez ajouté une question. En bénéficiant d'une passerelle DECBAC, si bien sûr vous êtes, ça c'est à vérifier avec votre cégep, on a j'ai un site web que j'ai mis le lien, donnez-moi une seconde, je veux juste remettre le lien. Ceux qui ont fait des DECBAC, c'est très pratique. Donnez-moi une seconde, je retrouve le lien. Maintenant que Marc-Philippe retrouve le lien, donc je vais compléter un petit peu la réponse. Au niveau des DECBAC, effectivement, quand on a une entente avec un cégep, on en avait la plupart des cégeps du Québec. C'est généralement une passerelle de 27 crédits si vous avez obtenu votre DEC dans une période de moins de 5 ans. Et donc, il vous reste l'équivalent à peu près de 2 ans à faire. Donc, 2 ans, vous avez 7 ans pour le faire. Donc, c'est évident que si vous bénéficiez d'une passerelle DECBAC, bien, normalement, ça devrait être plus court pour compléter votre programme de baccalauréat. Et là, peut-être, il faudrait calculer, mais peut-être qu'en 2 cours par session, avec une année de reconnu via votre passerelle DECBAC, vous pourriez être capable de compléter largement votre programme en 7 ans. Oui, parce que c'est 21 cours seulement à faire. Si vous avez la passerelle complète, c'est pour ça que je vous donnais le lien dectechnique.laval.ca parce que c'est important de vérifier. Ce n'est pas tous les cégeps, ni tous les programmes qui ont nécessairement 27 crédits, donc l'équivalent de 9 cours de crédité. C'est selon vraiment, parce que chaque cégep fait son programme d'études, fait ses programmes d'études. Des fois, ils ont une formation qui est moins équivalente à ce qu'on donne. D'autres fois, oui, il n'y a pas de problème. Il faut juste de vérifier. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont refaire un DEC technique, mettons, en réseautique au cégep. Nous, on est plus en développement. C'est pour ça qu'ils ont moins de cours à ce moment-là. Bon, il y a 3 types de passerelles. Il y a une passerelle, il y a une équipe. Vérifiez la vôtre, tout simplement. Vous allez sur ce site-là, vous mettez votre cégep, votre programme, ça va vous dire qu'est-ce que vous avez de crédité. Mais mettons que vous avez la totale qui est 27 crédits, donc 9 cours. Il vous reste 21 cours à faire. On pense à 2 cours session, 5 par année, 4 ans, 4 ans et demi, c'est fait. C'est quand même intéressant, 5 ans avec les stages. Puis si vous avez fait un DECBAC, vous avez un stage accrédité, ça enlève un stage aussi. Encore un autre avantage. Une autre question est-ce que si l'on fait un DEP en soutien informatique, on est dispensé de certains cours en génie logiciel? La réponse est pas mal proche de non. Non, c'est ça. Génie logiciel, c'est beaucoup plus difficile. Hein, Nadir? C'est parce qu'il manque les sciences. BEP, vous êtes même malheureusement pas DEP. BEP, c'est ce que j'ai entendu. Oui, j'ai fait le lapsus dans ma tête. J'ai pensé DEC technique, mais c'est DEP effectivement qui est écrit. Non. Donc là, non, c'est ça. Là. C'est un BEP, ce n'est pas admissible. Il faut vraiment avoir un DEC. Oui, effectivement. Merci de me rappeler à l'ordre. Oui, un DEP en soutien informatique, malheureusement, ça, c'est ça. Même le DEC technique en informatique n'aide pas beaucoup pour le génie logiciel. Pour l'informatique, il va y avoir les crédits possibles avec les passerelles, tout ça,
Mais pour le génie logiciel, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins de cours de crédité. Tout le côté science, d'ailleurs, est manquant. Donc, ça aussi, là, ça compte. Là. Je pense qu'il n'y a plus aucun cours qui est crédité en génie logiciel Même plus en raison des contraintes d'agrément des programmes de génie. Parce qu'il faut comprendre, là, quand on parle d'agrément, c'est qu'il faut comprendre que les programmes d'études en génie donnent l'accès à la profession d'ingénieur. Et pour le faire, c'est que nos programmes sont agrémentés, c'est-à-dire qu'à chaque 6 ans environ, ils envoient des professionnels ingénieurs, des spécialistes qui viennent vérifier si la formation est adéquate. Et comme au Québec, on a le côté spécifique des cégeps qu'il n'y a pas dans le reste du Canada, dans le reste du Canada, la formation d'ingénieur, c'est 5 ans d'université. Dans notre cas, c'est 4 ans d'université. Pourquoi? Parce que nos 13 années d'études qui viennent avant font une année de plus que le reste du Canada qui font 12 ans avant l'université. Fait qu'ils font 12 ans avant l'université, 5 ans d'université. Nous, on fait 13 ans avant l'université, 4 ans d'université en génie. C'est ce qui fait que les cours de cégep en sciences sont très importants. Ils font partie de l'agrément, ils font partie de l'approbation. Ce n'est pas l'Université Laval qui vous exige de faire ces cours de sciences-là en tant que tel, c'est le BCAPG, donc le programme d'accréditation des programmes en génie, qui exige ces cours de sciences-là qu'ils soient faits pour être équivalents à tout le reste du Canada, finalement. Donc, c'est pour ça que vous me demandez avec c'est pour ça qu'on n'a pas de cours crédités avec un deck technique, parce que justement, les autorités qui nous autorisent à vous donner ces cours de génie logiciel-là nous disent qu'ils sont obligés d'avoir ça, vos étudiants, si on veut les reconnaître comme ingénieurs. Voilà, c'est ça que je vous réponds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait que non. En effet. Bien, de toute façon, au pire, je vais rester 1 minute ou 2 en ligne pour voir s'il y a des questions qui pop et je répondrai. Sinon, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il reste une vingtaine de minutes si vous voulez aller sur le clavardage, c'est toujours possible. Sinon, il y a aussi la visite la semaine prochaine, jeudi 18. Alors voilà, n'oubliez pas de vous inscrire. Merci d'être venu. Merci pour vos questions. Merci pour votre attention. Bonne semaine à tous. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bye.